Galaxy Pop. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de... Ça y est, j'ai fait un mini AVC. De C'est l'occasion d'en parler. Salut Kurt, comment ça va? Salut Rémi, ça va et toi? J'ai eu un gros blanc. Je me suis dit, mais c'est quoi le titre? Mais de quoi ça s'agit? Qu'est-ce qu'on fait déjà depuis bientôt un mois? Qu'est-ce qu'on prépare? Alors, je sais pas. Oui, il me semble que tu écoutais pour Star Trek pour les nuls, mais oui. J'ai mis pas mal de temps avant de réussir à retenir le nom du podcast Star Trek pour les nuls. Alors que c'était un gros projet que j'avais en tête depuis un an avant de le lancer. Pareil pour Trek in Storia, je sais jamais comment ça s'appelle. Enfin bon, bref, j'ai souvent des blancs comme ça. Et donc, c'est l'occasion d'en parler. Notre première émission, vous venez peut-être, c'est pas obligatoire, c'est pas nécessaire, mais d'écouter notre épisode pilote qu'on a enregistré il y a quelques temps déjà, mais qui est diffusé en même temps que ce premier épisode normalement. Je dis normalement parce que ça reste au bon vouloir de notre maître et Dieu à toutes et à tous, Winnie Taniguchi, un des membres fondateurs de Galaxy Pop, parce que c'est l'occasion d'en parler, est un podcast du label Galaxy Pop. Un des nombreux podcasts. Un des très nombreux podcasts, mais un des peu nombreux podcasts qui ne soit pas musical. Eh ben ouais. Oui, c'est vrai. Tu nous fais un petit coup de synthwave en beatbox, Kurt? Alors, ça va être très difficile. J'avoue que je suis très peu doué pour faire des... Alors attends, je vais tenter un truc, mais tu le couperas au montage si c'est ridicule. Non, je vais pas faire ça. Je suis pas encore assez bourré. J'ai une image, monsieur. Je t'imagine derrière ton PC en train de te dire, est-ce que je fais ça en train d'angoisser. Est-ce que je vais me ridiculiser? Eh bien, écoute, pour ce premier... on n'a pas décidé avant l'enregistrement qui commençait. Juste, je tiens à préciser, je suis désolé pour les personnes qui nous écoutent. J'enregistre dans le sud-ouest, je le redirai très probablement. Donc, il fait environ 38 voire 53 degrés, je sais pas trop. Donc j'ai les fenêtres ouvertes et il se peut qu'il y ait quelques véhicules qui passent où vous entendiez les cloches de mon village sonner. Désolé, j'essaierai de couper ça au montage, mais bon. Alors que moi je suis tranquille avec nos 15 degrés là en Ile-de-France. Oh là 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 là. Non mais c'est une horreur. Enfin on va pas parler de météo parce que... La température, bon, c'est ton problème, mais vivre en Ile-de-France, mais oh là 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 là. Ah non, mais attends, j'ai fait pire parce que j'habite en Ile-de-France, donc voilà, la température en ce moment, c'est pas ça. Mais en plus, j'ai eu j'ai eu la bonne idée de partir en Bretagne pour mes vacances. À Brest, en fait. Du coup, j'ai pas envie de m'aliéner les Bretons, mais bon, vraiment, Brest, en termes de microclimat, ça se pose là quand même. Je crois qu'il a fait 15 degrés pendant 2 semaines. C'était bon. Dans mon enfance, tous les étés, on allait en Bretagne. Mes parents m'amenaient en Bretagne ou à la montagne tous les étés. C'est cool. Et en hiver, par contre, on allait à Seignos, sur le bord de l'Atlantique. Je sais pas pourquoi, c'était comme ça. Et donc, je connais un peu le coin. Mais moi, j'aimais beaucoup la Bretagne en été. Non, mais alors, tu sais, on a notre petite Bretagne dans le sud-ouest. Ça s'appelle Pau. Je sais pas si tu connais Pau. Alors, à de Pau, nom. il pleut un jour sur deux. Genre mais même plus d'un jour sur deux, sur 365 jours, sans forcer, je pense qu'il y en a 200 où il pleut. Et d'ailleurs, Pau, on fait coucou à David GGR, notre autre patron, créateur, co-créateur de Galaxy Pop, notre label. Salut David. Galaxy Pop. Bien. Donc c'est l'occasion d'en parler. On est là pour parler des œuvres qu'on a achetées d'occasion. Parce qu'on est deux collectionnistes aigus. Et voilà, aujourd'hui, tu veux commencer ou je commence? Alors, non, je veux bien te laisser commencer parce que du coup, tu m'as dit tout à l'heure de quoi tu voulais parler et ça tombe plutôt bien parce que le sujet le truc que j'ai acheté et dont je veux parler aujourd'hui, là, ça, c'est dans le thème. C'est dans le thème, ok. C'est carrément dans le thème. Bah écoute, je sais que tu fais... Enfin, je pense que
toutes les personnes qui nous écoutent le savent, que tu fais partie de la team Mana et Plasma. Et à plusieurs reprises, là, les dernières émissions, vous avez sous-entendu qu'une prochaine émission à venir sera sur Philippe Cadic. Ah bon. Et du coup, je me suis dit, ah bon. Je me suis dit, tiens, je vais en profiter. J'ai vu ces films que sont Blade Runner et Blade Runner 2049. Ou 2049 ? Écoute, j'ai la jaquette sous les yeux, là, c'est 2049, c'est ça. Ouais, merci beaucoup. Je les ai récupérés d'occasion récemment tous les deux, et je les ai regardés récemment tous les deux. Tiens, pour la petite histoire, mais bon, parce qu'on est dans un podcast qui s'appelle C'est l'occasion d'en parler, le premier Blade Runner, je crois que j'ai trouvé dans un Easy Cash à... Oh, je me souviens plus, probablement à Toulouse, à quelques pièces. Quelques... Ça devait être maximum 2 €, je pense. Mais je me souviens plus exactement. Par contre, Blade Runner 2049, je l'ai acheté sur Rakuten à 4 €. C'est un petit peu cher, 4 €, parce que je pense que j'en ai vu passer un peu moins. Mais je l'ai pris... Pardon, j'ai un peu honte de ce que je m'apprête à avouer, j'aurais dû réfléchir avant de le commencer. Je l'ai pris parce que la personne qui le vendait également le film Les Trois Mousquetaires réalisé par Paul W.S. Anderson, putain. Mon Dieu. J'adore ce mec. Je l'avoue. Pas loin de l'apprécier, moi aussi. Ah non, mes bras. Il y a une émission de VHS et Canapé dans laquelle je suis intervenu pour dire tout le bien que je pense de Paul W.S. Ah, trop bien. Le problème, c'est que ce soir-là, ma connexion était pourrie, donc l'émission est absolument inécoutable, donc je vous invite à ne pas l'écouter. Mais par contre, je vous invite vraiment à découvrir sa filmographie. Il est incroyable. Et regardez les bonus des films qu'il réalise à chaque fois. C'est fou. Notamment, il y a un film qui s'appelle Course à la mort avec Jason Statham. Je pense que tout le monde connaît, mais enfin tout le monde, beaucoup de gens connaissent. Un remake d'un film avec Stallone des années 80. Et dans Course à la mort, dans les bonus, tu vois Paul Anderson qui dit « Oh, c'est génial, jamais personne n'avait pris autant de muscles que Jason Statham pour se faire ce film. C'est un renouveau du film d'action. On n'a jamais vu ça. Vous allez jamais voir quelqu'un avec autant de musculature que lui. Et en plus, on a passé tout le budget dans des voitures. C'était génial. On a acheté 10 fois la même voiture. On l'a cassé 10 fois. C'était trop cool. » Et il a une bonne humeur, une envie de partager une âme d'enfant, sa joie. Ah ouais, il est tellement généreux, ce type, j'adore. Et donc, j'assumais moyennement, et à la base, tu vois, j'avais pas trop envie de voir Les Trois Mousquetaires, mais j'ai vu une interview de Yannick Dahan, le réalisateur français, qui a dit que c'était un film absolument génial et incroyable et qu'il fallait absolument voir quand il est sorti au cinéma. Donc je me suis dit, allez, je vais me le trouver. Et je l'ai trouvé, et le mec qui le vendait également Blade Runner. Donc j'ai pris Blade Runner 2049. Totalement par dépit, t'as dit bon, bah voilà, vas-y, je vais prendre ce truc aussi, je connais pas. Bah non, mais voilà, histoire de pas payer trop de frais de port pour rien, quoi. Et du coup, voilà. Donc, ce soir, je voulais vous parler vite fait des 2 films Blade Runner. Lors de l'émission pilote, on a glissé assez rapidement qu'on n'aimait pas trop ces 2 films. Le premier film. Ah oui, le premier, parce que le deuxième, moi, je l'aime beaucoup. Oui, excuse-moi. Et alors le premier film, il s'agit de la Director's Cut, pas l'édition ultime qui est ressortie récemment. La Final Cut, Ouais, pas la Final Cut, pardon, la Director's Cut, qui est un petit peu plus longue et sur lesquelles il a rajouté quelques effets et il a changé la fin. Et apparemment, la fin, je l'ai pas compris. Mais bon, à savoir, moi, c'est la version que j'ai toujours vue, donc je l'ai vue, je sais pas, peut-être 3-4 fois ce film, je pense. Ouais. Et là, mais là, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais pas vu. Je l'avais vu il y a une dizaine d'années la dernière fois. Donc voilà. Et alors, en fait, c'est pas tant que j'aime pas Blade Runner. Je vais raconter vite fait, mais très rapidement l'histoire parce que une fois de plus, je pense que les personnes qui nous écoutent connaissent l'histoire. Blade Runner, donc c'est un film qui se passe dans un futur assez proche, mais dystopique, dans lequel les humains utilisent des androïdes qu'on appelle des Nexus pour comme force première
main-d'œuvre. Donc il y a des androïdes faits pour le travail dans les mines, il y a les militaires, il y a les objets sexuels, etc., etc. Et il y a des animaux également androïdes. Et il se trouve que les dernières générations d'androïdes, qu'on appelle les Nexus 6, si je dis pas de bêtises, c'est ça, on a développé leur intelligence de manière particulièrement optimale, et ce qui crée parfois quelques problèmes avec des androïdes qui essayent de s'enfuir et d'obtenir une liberté. Et on a l'histoire de Deckard, joué par... merde. Par fucking Harrison Ford. Merci par Harrison Ford, qui est extrêmement BG. Mais qu'est-ce qu'il est beau dans ce film. Ouais, non, mais c'est incroyable. Franchement, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu, mais là, sur le coup, quand il apparaît la première fois, je me suis dit, waouh. Ouais. Alors autant dans ouais. A New Hope, moi je le trouve dégueulasse. Ouais. Je trouve qu'il a une tête vraiment bizarre dans New Hope. Autant dans Indiana Jones et Blade Runner. Il ressemble à mon père, alors fais attention. Non, excuse-moi. Non, mais c'est pas son visage, si tu veux, mais c'est dans ses mimiques, en fait, dans sa manière de jouer. Je trouve qu'il y a quelque chose dans New Hope qui est vraiment, que je le trouve repoussant presque. Alors que bon, il est particulièrement beau gosse, hein. Ouais. Mais dans Blade Runner, ouais, Indiana Jones, ensuite, oh là là, quelle classe. Je le trouve un peu plus beau gosse dans l'Empire contre-attaque. Oui, exact. Mais non, quand je dis il ressemble à mon père, je me suis trompé de film. C'est dans le 7e, le retour de la force. Oui. Je sais plus quoi. Donc, bref, et donc Harrison Ford part à la poursuite de 4 renégats Nexus qui avec ordre de les confronter et de les arrêter, mais il tombe amoureux en même temps d'une androïde, etc., etc., etc. En soi, en fait, si tu veux, c'est pas tant que j'aime pas ce film, c'est pas vrai, parce que je passe un très bon moment à le regarder. J'aime beaucoup l'esthétique, le visuel, la réalisation. L'enquête, elle est cool, elle est très intéressante. L'histoire d'amour, elle est plan-plan, elle est très... voilà, c'est une histoire d'amour très 80, quoi. Ouais. Enfin, très film, très blockbuster. Mais en fait, ce qui me saoule un peu, c'est ce qui me saoule avec Philippe K. Dick, et voilà, je vais pas trop en dire, mais c'est cette recherche qu'il a de la vérité, le questionnement autour de Descartes. Est-ce que c'est un androïde? Est-ce que c'est pas un androïde? Moi, ça me passe totalement au-dessus de la tête. Et en fait, je m'en fous un peu. C'est pas gentil, mais je m'en fous un peu. Surtout que ça me convient bien, parce que dans la Director's Cut, Ridley Scott répond à la question en fait dès le début du film, je crois. On voit un reflet dans ses yeux, etc. Ouais. Et donc pour Ridley Scott, clairement, c'est un androïde. Du coup, un répliquant même en fait, du coup, parce que un répliquant, voilà. Ouais, parce merci. Que un répliquant. Android, ça vient du bouquin du coup, et répliquant, c'est dans le film. Désolé. Non, mais t'inquiète. Du coup, la question a encore moins d'intérêt, donc moi, ce qui n'est pas pour me déplaire, mais en fait, j'ai toujours ce problème que j'ai l'impression qu'en fait, le film repose vachement sur le questionnement, qui ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'était l'autre questionnement que se posent les Nexus, les répliquants, à savoir qu'est-ce qu'être vivant, à quel point est-ce qu'on ressent, la fameuse phrase tout s'effacera comme des larmes sous la pluie. Tout ça, c'est assez magnifique. Mais c'est vrai que ça repose trop sur ce questionnement-là et sur la recherche de la vérité. Est-ce qu'on nous ment? Est-ce que le machin? Est-ce que le bidule? Et je sens trop le Philippe K. Dick derrière. C'est marrant que tu dises ça, parce que c'est du coup une question que Philippe K. Dick ne se pose absolument pas dans le bouquin Les androïdes reptiles de Mouton électrique, parce que à partir du début du roman, Rick Deckard et il n'y a aucun doute là-dessus, est considéré comme un être humain. Cette question ne se pose absolument jamais dans le bouquin de Philippe K. Dick, pardon, excuse-moi. Et du coup, c'est marrant parce que ça, c'est un truc qui a été apporté ensuite par Ridley Scott, qui a, pour la petite anecdote, qui a pas du tout lu le bouquin, qui l'a survolé. Oh. Donc, moi, si tu veux, je pense qu'il a... on en reparlera alors. Mais... Non, mais j'en ai lu 4 de ces bouquins, j'en ai aimé aucun. Ouais, non, mais je comprends, et on en parlera peut-être plus tard, mais je pense que ça fait partie... Dick, en tout cas, quand tu le découvres
via ces adaptations ciné, effectivement, il y a de grandes chances pour que quand tu lises ses premiers livres, et souvent quand tu lis du Dick, parce que tu le découvres via Blade Runner ou Total Recall, tu commences par les livres et les nouvelles qui ont été adaptés en film. Souvent, tu tombes des nues. Ben, alors, vu qu'on est dans la parenthèse, moi j'ai lu donc les androïdes Rêve-t-il de moutons électriques que je n'avais pas trop aimé, mais j'étais un peu jeune, je pense. Je l'avais trouvé un peu trop cérébral. J'avais pas trop détesté Le Maître du Haut Château. Et après, L'Homme Variable, j'avais trouvé ça nul, et Ubik, j'ai trouvé ça nul aussi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Eh ben, c'est parfaitement légitime. T'as parfaitement le droit parce que c'est ce que pensent la plupart des gens à la première lecture. Mais oui, non, mais je comprends. Ah ouais, je comprends tout à fait. Et moi-même, quand j'ai lu mes premiers Dick, j'ai été un peu surpris. Et pas forcément dans le bon sens du terme. Je pense qu'il faut justement, faut s'attacher à ce que l'auteur a vécu et à la manière dont ses livres résonnent avec sa vie pour se rendre compte en fait du génie du truc. Mais je comprends parfaitement par contre. Ouais. Bah, j'écouterai votre émission de Mana et Plasma à venir. Bon, t'attends. Dans laquelle j'espère qu'il sort cet épisode, il sort après. Redonnerai envie. J'espère. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas vu avec Winnie quand est-ce qu'on sera publié, nous. Mais bon. Ok. Il faudra faire gaffe à ce que ça soit posté après, je pense. Du coup, le premier Blade Runner, en fait, si tu veux, c'est un moment agréable, pas désagréable. Non, assez agréable parce que t'as toute l'esthétique des années 80 que j'aime pas non plus, mais qui colle bien cette fois. Tu sais que t'as le côté néon. J'aime beaucoup l'appartement dans lequel se cachent les Nexus avec les espèces de pantins joués par des personnes de petite taille d'ailleurs, je pense. Ouais. Et j'aime bien ce côté-là. Ça, c'était vraiment très sympa. Et puis le charisme du méchant. Enfin, du méchant qui n'est pas un méchant. Ça aussi, c'est très intéressant parce qu'au final, qui est le méchant dans cette histoire? Et par contre, il semblerait que je n'ai pas compris la fin du film parce que quand je l'ai vu, j'ai tweeté un truc, je me souviens plus ce que c'était, mais enfin bon, c'est pas grave. Je pense que je suis passé à côté d'un truc, mais je voudrais pas divulguer la fin du film. D'autant qu'il y a, alors je sais plus combien de fins il y a en tout, mais il y a pas mal de fins alternatives. Hein. Remarque, ça va pas dire grand chose, mais c'est celui où à la fin, le personnage rentre chez lui, il trouve une petite licorne faite avec un papier d'aluminium. Alors je crois que ça c'est un ajout de la Director's Cut, effectivement. Ouais. Et là, en fait, il prend son manteau et il s'en va en colère. Et donc, moi, j'étais persuadé qu'en fait, il se savait en danger et qu'il allait péter la gueule à la personne qui a fait la licorne. Et apparemment, j'ai envoyé un message sur Twitter et Draven Hardrock, que beaucoup de monde connaît, avait l'air de dire pas du tout. Donc je sais pas. Il faudra que je me penche un peu plus sur la question. Donc premier film Blade Runner de Ridley Scott qui est chouette, mais c'est pas foufou quoi. Je trouve. Hein. Voilà. je comprends après que ce soit rentré dans l'histoire machin, mais bon. Ah oui complètement. Le film il a des qualités intrinsèques qui sont évidentes. Mais moi, en tout cas, ça n'a pas suffi pour me scotcher comme beaucoup d'autres, quoi. Et puis, il y a, par contre, il y a un truc très qui m'a fait beaucoup penser à Demolition Man, cette peur de l'Asie. Tu sais, les grands panneaux publicitaires, là, c'est que des femmes. Alors, je sais pas si elles sont chinoises ou coréennes. Ouais. C'est plutôt japonais, j'ai l'impression. Enfin, c'est un trope de l'époque, en fait, où. Dans les années non mais j'en suis pas certain, enfin, c'est pas dit explicitement, mais si tu veux dans les années 80 t'avais ce délire des deux grandes puissances mondiales. D'un côté t'avais les États-Unis en fait et de l'autre le Japon et donc dans l'esprit des gens dans le futur en fait ces deux grandes puissances mondiales en fait si tu veux diffuseraient leur culture de part et d'autre, enfin dans le monde entier. Et du coup c'est pour ça que tu vois dans Blade Runner des enseignes japonaises, chinoises, enfin plus surtout japonaises en fait, et des figures japonaises. C'est parce que dans l'esprit des scénaristes de l'époque, si tu veux, dans le futur il y aurait deux grandes puissances, d'un côté les États-Unis et le Japon de l'autre. Mais c'est un trope qui a tendance à disparaître avec le temps. Ouais. Et qui a été repris du coup dans le suivant là, dans 2049.
mais qui colle bien, je trouve. Enfin, ça, je sais pas. Du coup, c'est pas ça. Donc, j'ai enchaîné avec 2049. Enfin, tu voulais dire d'autres choses sur Blade Runner ? Non, mais moi, je suis d'accord avec toi. Dans l'ensemble, c'est un film que j'ai, visuellement en tout cas, qui est très impactant, qui m'a beaucoup marqué. Oui. Qui a beaucoup marqué mon imaginaire. Au-delà de ça, moi, je l'ai trouvé plutôt... comment dire, plutôt fatigant. Disons que j'ai mis beaucoup de temps à le mater. Je l'ai maté en plusieurs petites sessions parce qu'il m'endormait systématiquement. Il a un rythme particulier. Hein. Ouais, un rythme particulier. Je trouve que Harrison Ford dedans joue pas très bien. D'une part, et d'autre part aussi. C'est normal. La dernière fois que je l'ai vu en entier. Pas un humain. Donc forcément. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Ridley Scott a livré sa vérité. Mais enfin bref, ouais, du coup, j'ai pas particulièrement apprécié l'expérience. Et pour tout dire, la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a, je sais plus, 5 ou 6 ans. J'ai la dernière édition en DVD qui était sortie, la Final Cut. Et du coup, je voulais me la refaire vraiment pour être sûr que c'était pas... Tu vois, c'est comme quand t'aimes pas un truc, tu y retournes juste pour voir si vraiment, entre-temps, tes goûts ont pas évolué. Et j'ai passé un sale moment, quoi. J'ai passé un sale moment. J'ai tenu jusqu'au bout. On l'a maté avec ma copine. Et vraiment, à la fin du film, on s'est regardé en se disant, mais on comprend pas, quoi. On comprend pas pourquoi ce film est devenu culte. Parce que moi, il y a plein de trucs qui m'ont pas plu du tout. Et non, mais bon, après, oui, je comprends l'engouement, si tu veux. Mais j'adhère pas, voilà. J'adhère pas, j'arrive pas. À l'exception vraiment de l'aspect visuel du film qui est très marquant, quoi. Ouais, l'ouverture là sur la ville avec les flammes. Non, mais ouais, les FX, ils sont ouf. Ils sont ouf. Et par contre, une des plus belles choses, là, j'en ai déjà parlé un peu dans une de mes vidéos, mais j'ai été aux États-Unis et j'ai visité notamment les studios de la Warner où t'as certains bouts du décor de Blade Runner qui ont été utilisés, notamment des miniatures qui sont exposées. Et ouais, c'était une claque de voir ça en vrai. C'est cool. Notamment, il y a un dirigeable dans le film avec un énorme panneau publicitaire dessus, qui m'a beaucoup marqué quand j'étais ado. Et là, de le voir en vrai, ça a un peu cassé le mythe parce que du coup, finalement, c'est une toute petite miniature en fait qui est à peine plus grosse qu'un ballon de basketball. Mais enfin voilà, j'étais vraiment ému de voir ça, quoi. Ouais, c'est cool, c'est à faire ça, c'est à voir. Ouais. C'est trop chouette. Donc après, il y a eu Blade Runner 2049 réalisé par Denis Villeneuve avec Ryan Gosling cette fois en personnage principal. Je suis pas sûr de pouvoir m'attarder sur l'histoire. Là, Ryan Gosling, clairement, c'est un répliquant. Je sais pas, c'est un enquêteur qui enquête sur des trucs, qui recherche Harrison Ford, qui finalement n'est pas un répliquant. Ou j'ai pas compris, parce qu'il a vieilli. D'autant que si tu veux, je sais pas si c'est expliqué dans le film, mais en tout cas dans le bouquin, c'est très clair, les répliquants ont une espérance de vie qui dépasse pas les 10 ans. Alors dans le film, donc, il me semble que même les Nexus 6, ils disent qu'ils ont 6 ans de vie ou un truc comme ça. 4 ans, ans, il me semble. Donc clairement, voilà. Ouais. Clairement, Villeneuve a fait son choix. Ouais. Mais bon, écoute, pourquoi pas, ça me dérange pas. Là, pour le coup, bon, l'histoire, elle est... Bon, c'est du Denis Villeneuve, donc en fait... Il y a un côté pseudo-réflexion, c'est-à-dire que Denis Villeneuve, il aime bien te montrer des images en te faisant croire qu'il y a un sens, mais qu'il n'en a pas forcément. Mais... Comment dire, moi je l'accepte de la part de Denis Villeneuve parce que les images sont vraiment magnifiques. Le film est beau, il est très 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 beau. Il y a des couleurs éclatantes, des couleurs très sombres. Il y a un travail du décor tout simplement en permanence. Il y a la fameuse scène dans le désert là, à l'approche du casino avec des statues. Avec des statues géantes que je trouve très 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 vraiment très beau. Tout en voilà, faut pas oublier qu'on est une fois de plus dans un film de Denis Villeneuve, donc c'est très lent, c'est un petit peu somnolent.
on va dire. Et il faut accepter que, voilà, je me rappelle plus. Je me rappelle plus des tenants et des aboutissants, mais par contre, il y a un questionnement que j'ai trouvé super cool, bien que ça n'ait pas vraiment de sens. C'est, on y apprend. Ah du coup, quelle est ta position, toi, sur le spoil ? Alors, de manière générale. Bon, écoutez, il y a dans les notes de l'émission l'endroit où j'arrête de divulguer ce que je m'apprête à dire à propos de 2049. Mais le film repose clairement, attention, spoil en alerte, le film repose sur le questionnement de Descartes et de sa copine du premier film, qui était clairement une réplicante, dont j'ai oublié le nom. Rachel, ouais. Rachel, qui se trouve avoir été qui se trouve être tombée enceinte avant de mourir. Et là, il y avait tout un questionnement qui se faisait autour de comment c'est possible qu'une réplicante puisse tomber enceinte. Est-ce que si elle avait survécu, le bébé aurait survécu? Est-ce qu'elle est morte à cause de la grossesse? Qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc., etc. Finalement, il s'avère que oui, elle a réellement accouché puisque l'enfant est dans le film. Et voilà, donc on va sortir de la zone spoil. Je trouve ce questionnement assez intéressant, qui a rajouté de la vivacité dans les trucs, parce que sur le coup, alors moi je fais partie des personnes qui apprécient les films de Denis Villeneuve, parce que je me pose, et en toute honnêteté, je le dis en toute honnêteté, je ne cherche pas vraiment à toujours tout comprendre, parce que je sais qu'il y a des trucs où il fait semblant de te faire réfléchir pour pas grand chose, et je me concentre de regarder. Et quand on apprend cette chose, je me suis dit, oh, et ça m'a attrapé, en fait, ça m'a agrippé pour de vrai, là où l'enquête classique était un peu nulle. Ce que j'ai beaucoup aimé également, c'était l'interprétation des personnages. J'ai trouvé que les acteurs et actrices étaient plutôt bons. Il y a la méchante, la réplicante qui travaille pour le chanteur de 20 Seconds from Mars, dont j'ai oublié le nom, qui est un petit peu en surjeu, mais c'est tout. Ryan Gosling, il joue pas, donc c'est Ryan Gosling, donc ça me va. Et Harrison Ford, je trouve génial Ryan Gosling dans tous ces films. Il y a des films. Tu as vu? Oh là, je suis désolé. Tu as vu mais ça va pas ce soir. Je suis vraiment. Je te présente toutes mes excuses. J'ai perdu tous les noms des films que je. Non, il y a pas de souci. Ce film où il joue un mec qui fait des cascades en moto, qui fait des braquages aussi de banque. Ah, mais c'est Driver, non? Ou Drive plutôt. Non. Alors Drive. Non, écoute, non, je vois pas. Mais. J'ai perdu le nom. Bref, je le retrouverai, je le dirai un peu plus tard. Et du coup. Même Harrison Ford, pour le coup, j'ai trouvé qu'il se l'a donné un petit peu. Voilà. Un petit peu quoi. Un petit peu. Tu sens qu'il est là un peu pour cachetonner. Ouais, moins que dans le Star Wars. Oui, clairement. Ouais, mais tu sens qu'il est mi-blasé, mis là pour toucher son chèque. Ouais. Moi, c'est Jared Leto qui m'a un peu gêné dans le film, même si je trouve toujours un peu compliqué là, ces dernières années en tout cas. Mais oui, disons que en tout cas au niveau privé, il prend une trajectoire, moi, qui est en train de me faire un peu flipper, un peu baliser, mais après le film, je sais pas si t'avais fini d'en parler. Blade Runner, alors j'ai pas fini, juste The Place Beyond the Pines, dans lequel joue Ryan Gosling, qui est un film que je conseille à beaucoup de monde, que j'ai découvert grâce à la séance de Marty, la chaîne Vimeo, YouTube. Qui est très intéressante aussi. Donc 2049, en fait, si tu veux, il y a ce côté où, vu que j'ai accepté de ne pas de ne pas chercher à rentrer dans l'histoire, j'ai passé un meilleur moment que devant Blade Runner, en fait. C'est terrible, hein. Je sens que dès la première émission, on va se manger des notes 1 sur 5 sur Apple Podcast, mais bon. On va se faire rafaler. Ouais, je suis désolé.
Mais bon, tant pis, j'assume cette position. Le fait de ne pas avoir surinterprété, surintellectualisé le film enfin, au moment du visionnage, fait que j'ai passé un bon moment de visionnage. Et honnêtement, ça m'étonnerait pas que dans 1 ou 2 ans, je le regarde à nouveau. Ce qui est assez rare. Alors, jusqu'à il y a une dizaine d'années, j'avais une vingtaine de films que je regardais plusieurs fois, chaque mois, très, très régulièrement. Maintenant, je regarde beaucoup de films, mais je les regarde peu souvent. Le seul film depuis 3 ans, il y a... Ouais, il y a les films de la planète des singes et les films Star Trek que je regarde assez régulièrement. Oui, évidemment. Oui, ça c'est vrai. Au moins une fois par an, je regarde tous les films de la planète des singes et les films Star Trek dès que j'ai envie de temps en temps. Mais par contre, il y a un autre film que je regarde en débranchant totalement mon cerveau et que je regarde au moins une fois par an depuis 4 ans. C'est Kong Skull Island. Je dois être à 6 ou 7 visionnages. Je m'attendais pas à ça. Mais j'assume. Il est beau visuellement. Non, mais alors en plus, je l'aime bien ce film. Il est complètement. Je le trouve bien plus. C'est le meilleur du Monster. Je le trouve bien plus agréable à regarder que le. Je trouve. Oui, puis même au-delà de ça, moi je le trouve bien plus agréable à regarder que le King Kong de Peter Jackson. Oh là là, ah non. J'ai trouvé long, mais long. Ce film. Toute la première partie là, avant qu'ils prennent le bateau, elle est géniale. Toute la partie quand ils sont sur l'île, elle est géniale, mais il aurait fallu faire 2 films et couper tout. Couper la moitié du film. J'ai décroché quand t'as le troupeau de tyrannosaures, de diplodocus, enfin en tout cas de gros dinosaures avec qui commencent à tomber, genre mais le long d'une falaise. C'était mais absurde au possible. Et Jack Black mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui branle? Et oui. Mais carrément, en plus, tu sens clairement que là, au niveau FX, autant Jackson, il a vraiment fait des très bons trucs. Autant là, c'était quand même assez pathétique. Bon, en tout cas, là, j'ai décroché. Je me suis dit bon, bah voilà, je me suis accroché 2 heures pour rien parce qu'en plus, le film il dure, mais tellement il est très longtemps. long. Et le retour à la ville, toute la partie de la ville, moi, c'est ça que je déteste dans ce film. Ouais. Je l'ai revu. Donc je préfère pour. Je l'avais vu au cinéma. Alors quand il est sorti en cinéma, j'étais enfant. J'avais une dizaine d'années moi. Et je me souviens très bien pendant le film avoir dit à mon copain avec qui on était allé voir le film, on s'en va. Et il m'a dit non. Et du coup j'ai dû rester jusqu'à la fin. Et depuis j'avais jamais voulu le revoir. Je suis tombé dessus à 90 centimes. Je me suis dit c'est quand même un film de Peter Jackson donc il doit être bien. Et en fait c'est terrible parce qu'il y a des scènes super cool quoi. Toutes les attaques là dans l'île elles sont bien. Bon bref on n'est pas là pour parler de ça. Et du coup Skull Island j'aime beaucoup ce film et je le regarde très souvent. Moi j'aime bien aussi. Et du coup mais il y a des belles couleurs, il est débile et il est beau. Voilà. Et tu vois Blade Runner 2049, peut-être qu'il est pas très intelligent mais il est beau et je passe un très bon moment devant. J'espère que les personnes qui préfèrent Blade Runner, pardon, pas Blade. Oh, j'ai vu Blade Trinity hier soir, c'était nul. Attends, genre digression là, il y a quand même le grand écart entre Blade Runner et Blade. C'est quand même spécial. Hein. Un jour, peut-être que je parlerai de la saga Blade, que j'ai eu d'occasion pour vraiment pas cher. Moi, le 2, je l'adore. Le 1 et le 2, je les aime beaucoup, les deux. Le Blade 2, pas pour les mêmes raisons, tous les deux. Ils sont géniaux, je trouve. Vraiment, vraiment super film. Mais le 3, mais qu'est-ce qu'il est pas bien. C'est terrible. C'est un enfant... c'est comment on dit C'est un film cassé, quoi. C'est la brebis galeuse, là. Un il peu, a pas eu de chance, quoi. La trilogie, Mais bon, bref. Cool. Voilà, j'espère que les personnes qui aiment Blade Runner et qui n'aiment pas Blade Runner 2049 ne se sentent pas trop insultés. C'est pas mon but parce que franchement, je comprends qu'on puisse trouver le premier film comme culte. Enfin, culte, je pense qu'il l'est. Ça me dérange pas de le considérer comme culte. C'est juste qu'il ne l'est pas pour moi. Mais voilà, voilà. Ouais, mais je pense que c'est. Enfin, pour les gens qui l'ont vraiment beaucoup apprécié, en partie, c'est en partie parce que je pense qu'ils l'ont vu au bon moment, voilà, qu'ils étaient particulièrement en capacité de le recevoir, parce que c'est un film qui est pas facile. Non plus, Blade Runner, on parlait des longueurs du 2, mais le 1, il est par moments aussi assez long. Et
si tu le découvres pas au bon moment, si c'est un film que t'as pas découvert au bon moment, je pense que c'est très difficile par la suite ensuite de revenir dessus et de lui trouver les mêmes qualités que tous les fans lui trouvent. C'est Blade Runner, c'est vraiment un film qu'il aurait fallu voir au bon moment, je pense. Et c'est ce qui s'est passé pour moi avec 2049. J'ai dit, j'étais pas fan du tout du Blade Runner premier du nom, donc le 2, j'en attendais pas grand chose. Enfin, le 2049 en tout cas. Ouais. Et ouais, en fait, il m'a procuré. Le 2, si tu veux, je l'ai jamais fini, le 2049. Donc si tu veux, quand t'as lancé ton spoil tout à l'heure, tu m'as aussi spoilé. Mais bon, c'est pas très grave parce que je sais pas si. Non, mais en tout cas, là, c'est pas très. Pour moi, c'était pas très important. Bah, après, il me semble qu'on l'apprend dès le début du film. Hein. Oui, et puis ouais, quasi. En fait, on le devine dès le début du film, et c'est pas si étonnant finalement. Mais 2049, moi je l'ai apprécié aussi comme une. Alors ça fait un peu trip à lui, mais je l'ai apprécié aussi parce que pour moi c'était vraiment une expérience sensorielle entre les musiques de Zimmer. On pense ce qu'on veut de Zimmer, mais là ces musiques elles sont quand même assez exceptionnelles. Ouais. Non, mais là pour le coup, je trouve que vraiment, en tout cas, Blade Runner 2049, moi je l'ai pris comme une expérience purement sensorielle et genre je me suis calé devant un jour et genre il m'a fait triper quoi. Il m'a vraiment donné. Enfin, c'était. J'ai vécu une expérience vraiment au niveau visuel. Moi, le film, il m'a embarqué immédiatement. Et tu vois, pour le coup, là, le scénario, je m'en suis un peu branlé parce que juste. Il m'a imprégné, quoi. Il m'a imprégné par son ambiance. Ouais, non, mais c'est ça. Mais autant. Vu que tu parlais de Hans Zimmer, ça m'a fait penser à Christopher Nolan. Autant la fausse réflexion ou la non-réflexion des films de Denis Villeneuve me plaît, autant celle des films de Christopher Nolan m'insulte en fait, si tu veux. Ça m'énerve de voir ce réalisateur qui te fait croire, enfin qui te dit regarde c'est trop intelligent ce que je suis en train de te dire mais tu peux pas comprendre parce que t'es trop con, là où Denis Villeneuve il te dit regarde c'est trop intelligent ce que je dis, ah merde tu t'es rendu compte que ça l'était pas parce que c'est très con mais bon c'est pas grave, regarde c'est super cool. Tu vois ce que je veux dire? On va se recevoir une bordée d'injures. Moi, je suis pas responsable de ça. Tout, venez m'insulter sur Twitter. C'est je me dédouane totalement d'occasion d'en parler. Ça s'écrit DRAVENARDROCK. Mais parce que là, t'es en train de t'aliéner les fans de Denis Villeneuve, de Ridley Scott, en un seul épisode, plus ceux de merde, comment il s'appelle? Moi aussi, ça y est, je fais partie. Merde de Denis Villeneuve. Non, attention, hein, Ridley Scott. Ridley Nolan, Scott, voilà. J'aime beaucoup ses films, sauf Alien, Covenant et Prometheus. Écoute, moi c'est simple, j'aime juste Alien en fait, voilà, de Ridley Scott. Ça s'arrête là. Mais enfin, j'aime pas juste Alien en fait, je l'adore passionnément, mais. Ouais. Enfin voilà. Bien, voilà, je pense qu'on a fait le tour sur Blade Runner. Ouais. Est-ce que tu veux nous parler de ton œuvre à toi? Eh ben oui. Et comme je te le disais tout à l'heure, ça tombe plutôt bien. Parce qu'on va parler de Philippe K. Dick. Du coup. Oh. Alors, je vais juste poser mon micro un instant parce que en fait, je suis en train de lire le bouquin. Mais si tu veux, j'ai déjà oublié son titre. Donc, j'ai pas envie de passer pour une buse. Du coup, il s'agit d'invasion divine. Alors, qui n'est pas, à proprement parler, un bouquin de Philippe K. Dick, du coup, parce qu'il s'agit plutôt d'une biographie de Philippe K. Dick qui a été écrite par quelqu'un qui s'appelle Lawrence Sutin, ou Sutin, je sais pas comment prononcer son nom de famille, et qui du coup a écrit l'une des très 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 nombreuses biographies de Philippe K. Dick. Parce que si je me gourre pas, ça va être la 4e biographie que je lis sur cet auteur. Du coup, je commence à le connaître un petit peu. Alors, j'ai lu par le passé un bouquin d'un Français qui s'appelle Emmanuel Carrère et qui s'appelle Je suis vivant et vous êtes mort, qui est une version plus ou moins romancée de la vie de Philippe K. Dick et qui du coup était très très impressionnant. Mais avec du recul et tout, tu te dis que quand tu te rends compte que finalement c'est très romancé et qu'il y a probablement beaucoup de choses qui ont été inventées par l'auteur de la biographie, disons que c'est finalement moins impactant, même s'il y a beaucoup de choses qui se sont avérées authentiques. Ensuite, j'ai lu aussi Phil, qui est une bande dessinée qui a été écrite par Laurent Casey, qui est un écrivain et traducteur français. Laurent Casey, il a pas... Ouais. D'accord. Ouais. Et qui a fait une bande dessinée du coup qui est... Ouais, exactement, je l'aime beaucoup aussi. Notamment
pour tout le reste de son travail, parce que, que je le suis depuis très longtemps. Et du coup, voilà, qui a écrit une bande dessinée aussi à propos de Philip K. Dick. J'avais lu aussi un essai d'une nana d'une femme qui s'appelle Hélène Colon, qui est une Française aussi, qui a réuni beaucoup de témoignages de proches de Dick de l'époque, et qui a écrit un essai aussi du coup sur le personnage de Dick. Et le quatrième, je sais plus. Enfin bref, voilà, j'ai lu beaucoup de choses quand même sur le personnage. Et là, cette biographie, du coup, est considérée comme la biographie ultime de Dick, à tel point que, du coup, c'est un bouquin de poche qui est plus édité depuis un certain nombre d'années maintenant, que j'ai dû acheter d'occasion, sur un site d'occasion bien connu, enfin de littérature, enfin qui vend de la littérature en occasion bien connue, qui est Momox, qui est une boîte allemande, qui m'a vendu ce bouquin à un prix indécent, pour un livre de poche. Voilà, je pense que l'ouvrage de base devait coûter moins de 10 balles. Là, je l'ai acheté presque 40 euros. Donc voilà, le prix a triplé, enfin quadruplé même quasiment. En plus, Momox, c'est ceux qui te rachètent à toi en direct, c'est ça? Alors, ils te rachètent en direct, souvent à un prix dérisoire des bouquins. En fait, tu leur envoies des cartons de bouquins, ils te les estiment dans la foulée et hop, ils te donnent un prix. Et de toute façon, après, si ça marche pas, ils te proposent de te renvoyer des bouquins, mais moyennant genre le prix du renvoi, je crois. En fait, ils te l'achètent tellement à des prix tellement dérisoires que finalement, quand t'as envoyé toi, et soit tu leur laisses pour une poignée d'euros, soit tu leur laisses gratuitement, quoi. Donc c'est un peu. Ça me rappelle quand j'étais enfant et que je ramenais des jeux à Ultima Game pour en acheter d'autres moins chers, et qu'ils me les reprenaient 2 euros et qu'ils me les revendaient le lendemain, je les retrouvais à 20 euros. C'est absurde. Comme ça. C'est absurde, c'est déprimant même, limite. Du coup, chez eux, j'achète principalement, je crois que j'ai jamais vendu de bouquin chez Momox parce que j'ai fait une tentative une fois. En tout cas, j'ai fait une estimation sur leur site et ça m'a pas paru très honnête. Mais du coup, voilà, j'ai acheté ce bouquin à 40 euros. Donc, merci l'inflation du bouquin d'occasion, du prix des bouquins d'occasion. Surtout quand ils sont très rares. Ouais. Dick, c'est un personnage, c'est un auteur qui intéresse beaucoup encore aujourd'hui, voire de plus en plus, qui est presque devenu un mythe parmi les écrivains de science-fiction. Notamment en raison de sa vie assez mouvementée. Et du coup, il y a pas mal de ses œuvres qui s'arrachent à des prix monstrueux. Et 40 euros, c'est presque raisonnable. Là, il y a un des tomes de son exégèse. Donc, il y a un truc. Enfin, c'est un genre d'essai qu'il a écrit sur la fin de sa vie, mi-biographique, mi-halluciné. Enfin, c'est assez spécial à lire. Et le premier tome, là, en France, s'arrache à plus de 100 euros. Plus de 100 euros l'exemplaire. Ouais. Donc, je me souviens que t'avais mis un. Putain, c'est terrible ce soir. Il y a des camions dans tous les sens. Je suis désolé. T'avais mis un tweet où tu cherchais c'est le premier tome que j'ai finalement trouvé au prix du neuf. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que là maintenant C'est vrai. Je sais plus qui m'avait filé l'astuce du coup sur Twitter, et ça pour ça Twitter c'est assez génial. Et du coup le jour même où le gars m'a envoyé un lien vers la librairie indépendante qui vendait ce livre à un prix normal, j'ai pris ma voiture, j'ai fait 60 bornes, je crois. En plus, on était en... je devrais pas le dire, je vais me faire péter, mais on était en plein confinement. Enfin, c'était pas confinement, mais c'était, tu sais, on n'avait pas le droit, je crois, d'aller au-delà de 10 km de chez nous. Et, du coup, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai été chercher ce bouquin à plus de 60 bornes de chez moi alors que c'était interdit. Je suis un hors-la-loi. Je suis un bandit. Ouais, non, mais là, ça va, c'est justifié parfois. Mais bref, du coup... Ok. C'est la biographie ultime de Philip K. Dick et je suis en train de la lire là, pour préparer quelque chose dont je peux pas encore tout à fait parler, mais aussi par intérêt personnel parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et du coup, ce bouquin, pour moi, il a beaucoup de... En tout cas, c'est la première fois, je pense, depuis très longtemps qu'une lecture très récente comme ça, je viens juste de le finir là, me marque autant. Parfois, ça arrive qu'un bouquin me marque et très souvent, il va s'écouler un certain temps après la lecture pour que le bouquin m'imprègne et qu'il commence à m'obséder. Là, en fait, pendant la lecture, déjà, j'étais obsédé par ce bouquin. J'ai pas pu le lâcher. Et ça a continué. Voilà. Je l'ai fini très récemment. Je continue d'y penser très régulièrement.
Parce que Philippe K. Dick, c'est un personnage qui a eu une vie assez mouvementée, et je pense que tu peux pas... Tu peux apprécier son œuvre sans connaître tous les tenants et aboutissants de sa vie, mais disons que si tu les connais pas, si tu connais pas sa vie, si tu sais pas tous les événements qui ont émaillé sa vie, je pense que tu perds beaucoup de sens. Ça perd beaucoup de sens, en fait. Son œuvre perd beaucoup de sens. Et parce que toutes les questions que tu évoquais tout à l'heure sur la réalité, notamment sur l'humanité, c'est des questions que lui-même se posait à un niveau très personnel, de par ses expériences, des expériences mystiques notamment. Il a fait l'expérience comment dire, d'apparition, par exemple, qu'il évoque très longuement dans son exégèse, notamment d'apparitions mystiques, de formes qui lui ont transmis des messages. Et il y a toute une partie de sa vie, la fin de sa vie notamment, qui est très intéressante, parce que disons que ces 3 ou 4 dernières œuvres, en fait, ces 3 ou 4 derniers romans sont très fortement biographiques, et il évoque notamment effectivement ses expériences mystiques ou sous l'influence de drogues légales, de médicaments, et même parfois sans l'influence de ces drogues. En fait, il a fait vraiment l'expérience de choc mystique, avec notamment, il était longtemps persuadé que la réalité qui l'entourait et qui nous entoure nous là actuellement était qu'un voile, en fait, qui camouflait une autre réalité alternative, et qu'en fait il vivait pas à San Francisco dans les années 70, mais enfin dans la banlieue de San Francisco dans les années 70, mais en réalité dans la Rome antique. Enfin, c'est vraiment très particulier. Mais ça, moi, tu vois, c'est un questionnement que je ne comprends pas, en fait. Parce que c'est de la philo de comptoir, je suis désolé, mais qu'est-ce que ça change, en fait? Qu'est-ce que ça fait? Lui, en fait, si tu veux, ça alimentait... chez lui, c'était authentique, et ça alimentait vraiment une paranoïa qui s'était déjà installée depuis très longtemps. Mais où lui, il était persuadé qu'en fait, cette vérité, elle n'était pas juste cachée involontairement, mais que justement, tu avais des grandes forces à l'œuvre qui cachaient cette vérité, et que lui et d'autres étaient entre guillemets des résistants. Non, mais c'est vraiment pour te dire à quel point le gars était malade, et que peut-être qu'il a une raison, partie de sa vie, il l'a consacré à, entre guillemets, et pas toujours, parce qu'il avait des périodes de clairvoyance et de lucidité, mais il consacrait sa vie à transmettre ce message, en fait, si tu veux. Donc c'était pas juste de l'ordre de la philosophie, il était pas là pour faire de la philosophie de comptoir, ou tu vois, pour faire de la... Vraiment, non, il était... quand je dis... Oui, non, mais quand... On pourrait penser que c'était soit qu'il faisait des canulars, ou alors qu'il était juste... C'était un exercice, en fait, de pensée, mais pas du tout. Lui, il était vraiment... il avait des convictions qui étaient chevillées. Il était chevillé à ses convictions, si tu veux, et ça l'effrayait profondément, ses apparitions et ses expériences. Et c'était pas juste un exercice, quoi. Pour lui, il avait vécu des choses incroyables. Et du coup, ça a bouleversé toute une partie de sa vie. Et ça le rend hyper attachant, déjà, comme auteur, comme humain aussi. Parce que il était très humain. Enfin, je veux dire, il était plein de failles, plein de... Après, bon, avec le recul et toutes les œuvres, tous les essais qui ont été écrits sur lui, toutes les biographies, on se rend compte que finalement, c'était peut-être des manifestations de troubles mentaux, ou de troubles, comment dire, d'ordre neurologique, tu vois. On a pu supposer qu'il avait fait des AVC, qui avait provoqué ces visions, enfin. Mais, mais si tu veux, c'est juste en soi déjà, c'est incroyable ce qu'il a vécu. Et en plus, le fait que ça soit un auteur lui-même très érudit, avec beaucoup de connaissances, ça l'a amené en plus à avoir vraiment des vraies réflexions sur ce qu'il vivait, tu vois. Il y a des gens qui ont pu vivre ce genre d'hallucinations sans jamais réussir à les formuler ou à les intellectualiser, tu vois. Lui, en plus, il avait cette faculté, tu vois, de se pencher. Il se penchait sur ce qui lui était arrivé, tu vois. Il essayait vraiment de comprendre. Ouais. Mais voilà, du coup, un personnage très attachant, même s'il avait des faces très sombres.
Et même si tout ce qu'il a écrit n'est pas toujours de qualité égale, mais disons que voilà, si tu lis du Dick pour la première fois et que t'es un peu surpris, voire un peu déçu parce que tu retrouves pas ce que t'avais apprécié dans les films que t'as vu de lui, notamment Total Recall. Moi, c'est le chemin que j'ai fait en fait. J'ai vu des Total Recall, j'avais vu Minority Report et d'autres films voilà, que j'avais beaucoup apprécié. Et c'est après qu'en fait que j'ai appris que tout ça c'était des œuvres de Dick. Et au moment de lire ces œuvres en fait qui avaient été adaptées, tu te rends compte que et même dans Blade Runner, et surtout dans Blade Runner même, qui est un de ses films les plus connus, mais en fait qui trahit totalement ses écrits. Tu te rends compte que finalement, oui, il a été Hollywood en tout cas a charcuté pas mal de ses écrits et du coup, si t'es pas habitué, ça peut te surprendre. Voilà. Tu peux passer un sale moment. Moi, j'ai passé un sale moment en lisant mes premiers bouquins de Dick, quoi. Et il a fallu pas mal de temps pour que je commence vraiment à apprécier son œuvre. Et même encore aujourd'hui, il y a des bouquins de lui que j'ai du mal à apprécier. Ouais, moi je me souviens plus. J'avais lu les androïdes après avoir vu Blade Runner. Ouais. Je crois que j'avais choisi de lire Le Maître du Haut Château parce que justement Laurent Kessy en avait parlé dans l'émission Plus ou moins geek. Et je sais pas si tu connais cette émission. Moi c'est comme ça que j'ai découvert Kessy. Très intéressant. En fait. Ah ben voilà, c'était très cool la première saison. Je vous invite à écouter ça, c'est assez intéressant. Ouais. Et du coup, j'avais juste trouvé nul. Enfin bon, mais maintenant que tu me dis, il faudrait peut-être que justement je lise peut-être cette BD de Kessy pour m'intéresser un peu au personnage, parce que tu vois, il fait partie de ces personnes où je sens que je passe à côté de quelque chose, parce que beaucoup de gens en parlent, beaucoup de gens s'y intéressent, machin, et autant un mec comme Asimov, alors apparemment je me suis pas renseigné sur le bonhomme, mais pareil il y a pas mal de choses à dire sur lui, mais autant son œuvre quand tu la lis tu peux la comprendre assez facilement. Les robots, moi j'aime beaucoup les robots. Fondation c'est un peu plus cérébral, mais ça se comprend. Mais autant Philippe Cadic, je me dis que c'est moi le problème, tu vois. Non, parce que si tu veux, il y a... non, mais c'est vrai. C'est lui le problème. En partie, ça dépend de ce que tu appelles un problème, en fait, si tu veux. Mais effectivement, même au sein de son propre pays, à l'époque où il écrivait, hormis d'une poignée d'initiés, si tu veux, son travail n'était pas apprécié à sa juste valeur. C'est en Europe, notamment, qu'il a eu beaucoup de succès de son vivant. Mais aux États-Unis, à l'époque, personne ne le lisait, quoi. Il touchait une misère... sur ses nouvelles et ses romans. D'ailleurs, il a commencé vraiment à publier des romans en dur dans des vraies éditions de poche ou des vraies éditions très tard dans sa vie d'écrivain. Il a commencé surtout par écrire beaucoup de nouvelles dans des pulps ou dans des revues. Mais il a fallu un certain temps pour que, aux États-Unis notamment, les gens se réveillent et se disent il y a du génie chez ce type. Il y a un truc d'accord. Mais en plus parce que dans les années 60, si tu veux, au moment où lui il a écrit, les États-Unis traversaient en plus une période, je pense, qui justement lui ont permis à Dick d'imprégner la culture. C'était l'époque du LSD où les gens se prenaient des tripes monstrueux avec des substances aujourd'hui qui sont formellement interdites. Mais à l'époque aussi, hein. Mais à l'époque c'était plus accepté, tu vois. Les gens se shootaient la gueule, ils s'éclataient la gueule. Et du coup, je pense que ça les ouvrait à l'œuvre de Dick parce que lui-même se droguait assez peu finalement pour écrire, si tu veux. Mais de base, il était déjà suffisamment timbré, si tu veux, pour toucher la fibre, il était déjà perché. La fibre des gens qui prenaient des alus, ouais. Je comprends. Ok. Donc, ça sonne chez toi. Il est quelle heure là? C'est quoi? Il est 10 heures. Il y a une messe, non? Et donc ça va sonner 10 fois, c'est le clocher qui sonne 10 fois, c'est normal. Mon Dieu. J'avoue, j'ai pas vu d'église là depuis un certain temps. J'avais oublié que ça sonnait ces trucs. Non, mais c'est pas l'église, hein, c'est la cloche du village. Ah oui, d'accord. Ouais, il y a une cloche dans le village pour indiquer l'heure. C'est adorable. Sait-on jamais. Ouais. Non, mais c'est surtout, en fait, une cloche dans les villages, il me semble qu'il y en a presque tous, mais c'est surtout qu'en fait, elle est de l'autre côté de la rue, donc on l'entend particulièrement bien.
Je suis désolé. Mais là, c'est la deuxième fois qu'elle sonne. Non, mais c'est cool, c'est bon. cool. Ça veut dire que ça fait 1 heure qu'on enregistre maintenant. Ouais. Alors, elle a sonné une fois à 21h et une fois à 21h02. Et là, une fois à 22h et 22h02 maintenant. Mais c'est fini, c'est bon. Gaffe, tu vois. Elle ressonnera à 23h. Du coup, je sais plus ce qu'on disait. Oui, je sais plus non plus. On parlait de Dig, de Blade Runner, c'était intéressant. Mais ouais. Oui, non, après, j'ai pas grand-chose à rajouter sur la vie de Dig parce que j'ai pas envie de trop en dire déjà, parce que effectivement, je vous invite à écouter bientôt une certaine émission qui va parler probablement de ce personnage plus en profondeur. En tout cas, ouais, c'est un bouquin que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup marqué. Je sais même pas si je le conseille à lire aux gens parce que c'est vraiment assez austère comme style, la biographie. Puis là, c'est une grosse biographie. En plus, ça fait 700 pages, celle-ci. Ouais. Elle est déjà assez comaque. Et ben, là, avec les bases de ce dont on a parlé à propos de Philippe K. Dick, est-ce que moi, tu me conseillerais de quel livre, peut-être quelle histoire de sa part Après, ça dépend de ce que tu recherches. Tu vois, toi, tu me disais que tu étais assez blasé par le côté réalité alternée, enfin réalité cachée, questionnement sur l'humanité. En fait, je comprends pas pourquoi on se pose ce genre de questions en fait. Mais je suis un petit peu con. Là, typiquement, c'est si tu veux, ça imprègne son œuvre de manière quasi. Toute son œuvre est imprégnée de ce genre de questionnement, si tu veux. Même ses premières œuvres qui étaient des œuvres essentiellement alimentaires. Donc je t'avoue que c'est assez difficile de donner une œuvre qui se dégage un peu de ce schéma. Après, t'as quand même des... là, je te parle d'un bouquin, d'un des bouquins préférés, je pense, des gens qui aiment Dick, qui joue encore avec ces questions, mais peut-être de manière moins frontale. C'est Scanner Darkly, ou Substance Mort en français, qui a été adapté en film d'ailleurs récemment, non, ça fait presque 15 ans maintenant. Avec Keanu Reeves. Le film est totalement halluciné. Je sais pas si tu l'as vu ou si ça te dit quelque chose. C'est un film qui était assez spécial parce qu'il avait été filmé enfin, c'était un film avec des acteurs, donc en live, mais il avait été intégralement traité pour en faire un genre de film d'animation un peu en rotoscopie comme tu vois, le Seigneur des Anneaux version... Ouais, trop cool. Ouais, voilà. C'est intéressant. Ouais. Donc c'est un peu dans ce délire-là. Donc c'est assez visuellement, c'est un parti pris qui est assez impressionnant, assez étonnant parce que c'est soit ça te file la gerbe, soit tu tombes amoureux. Moi, ça m'a fait un peu des deux en fait. Donc j'étais mi-amoureux, mi-nauséeux. Tu vas avoir des tendances. Mais un peu le film est sympa. Voilà. Ouais. Un peu dérangeant, je pense. Je pense que c'est pas à la portée de n'importe qui. Par contre, le bouquin, si tu veux, vu qu'il va un peu plus loin, un peu plus profondément, si tu veux, dans le propos, et qui prend plus son temps, peut-être que il est susceptible de plaire à des gens qui ont rarement ou jamais lu Dick. Sinon, le seul vrai conseil que je peux donner, c'est si vous voulez savoir si vous aimez Dick, commencez par ces nouvelles. Voilà. Parce que ces romans sont pas très longs, si tu veux, mais c'est quand même déjà plus engageant qu'une courte nouvelle de 10-15 pages. Pour vous faire au style de Dick, je crois qu'il n'y a rien de mieux, quoi. Commencez par ces nouvelles. Et notamment ces premières nouvelles qui sont pas génialissimes, mais qui sont pas encore imprégnées de tout ce mysticisme, de tout cet aspect métaphysique. Ok. Donc soit ça, soit Scanner Darkly. Darkly, ouais. Et après, si vous voulez dire l'œuvre, c'est Substance Mort. Substance Mort. Ok. Bon, après, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais en citer plein d'autres. Mais une dernière œuvre éventuellement, alors là qui est plus imprégnée des thèmes que t'aimes pas trop, toi, mais qui est quasiment son chef-d'œuvre, notamment avec Scanner Darkly, c'est Le Dieu venu du Centaure, qui est une nouvelle de SF un peu hallucinée aussi, où ça parle de drogue, comme dans beaucoup de ses œuvres en fait, tu te rends compte, et d'une drogue qui, enfin c'est le combat, c'est assez particulier encore une fois. Si tu veux, dans le monde que décrit Dick, en fait, il y a une drogue qui existe qui s'appelle le délice, il me semble. Et c'est une drogue qui permet notamment aux gens qui vivent dans les colonies martiennes où la vie est très austère, très difficile, mais aussi aux terriens qui vivent sur une planète où il fait extrêmement chaud. C'est une drogue qui permet à ces gens, en fait, de se projeter dans un monde idéal.
et de vivre un simulacre de vie en fait en se projetant dans des toutes petites poupées qui sont vendues avec la drogue. Il y a tout un marketing autour de cette drogue où en fait tu peux acheter des maisons miniatures, des poupées miniatures et en fait tu te projettes dans ces poupées. Ouais. Et du coup arrive une nouvelle drogue où t'as plus besoin, où tu t'affranchis totalement de tout ce qui est matériel en fait, où juste tu la prends et tu planes comme un taré sans avoir besoin de t'acheter du matos. D'accord. Et voilà. Et cette drogue, elle est vendue par un mec un peu bizarre. Ça va pas avec le capitalisme, ça. Si, parce que le gars en question qui vend cette nouvelle drogue de synthèse totalement folle, disons qu'il est pas tout propre, quoi. Ah, d'accord. Donc le Dieu venu du centaure, c'est un excellent bouquin, c'est un de ses meilleurs, presque, je pense. Bon courage, parce que c'est ardu, mais c'est une de ses meilleures œuvres à mon goût. D'accord. Ben, c'est noté tout ça. Ok. Est-ce que tu avais d'autres choses? Tu peux redire le nom du livre? De la biographie, c'est Invasion divine de Lawrence Sutin. Ok. Sutin ou Sutin. C'est trouvable plus nulle part, à vrai dire. Je peux même pas vous conseiller dans votre bonne crèmerie parce que c'est un bouquin qui est plus édité du tout. Ouais. Donc bon courage pour le trouver, celui-là aussi. Ou alors avec beaucoup d'argent. Ouais, ou alors mettez-y le prix, quoi. Ouais. Ok. Ben écoute, je pense qu'on a fait le tour pour cette émission de nos œuvres à faire découvrir. Yep. J'ai pas grand-chose de plus à dire. Est-ce que tu as des trucs à dire, toi? Non, c'est bon, ça va. Je crois que j'ai tout dit. Ok. Ben, merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous souhaite une très très bonne journée. On vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, suivant ce que vous êtes en train de faire. Yep. Passez un bon moment. Je vais faire mon radiophoniste. Passez un bon moment sur les ondes de Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. C'est bien doux ce jingle. Là, ça... Alors tu vas voir, quand t'écouteras si tu écoutes le... Je suis désolé pour les personnes qui ont écouté le pilote, je me suis fait un peu plaisir. À chaque fois qu'on dit Galaxy Pop, je balance le générique, c'est super chiant. J'ai pas encore écouté ce pilote, mais j'ai un peu peur. Ouais, non, mais je te lui. Ouais, bah, y a pas grand chose de. T'inquiète. T'inquiète, je gère. Bon, voilà. Eh ben, merci beaucoup. Et à bientôt. Ouais, salut à tous.